Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Don't Lie with Eli. Mon invité d'aujourd'hui est historien, est écrivain, spécialiste des États-Unis. Il est d'ailleurs le biographe de Barack Obama. Il nous a fait le plaisir d'être à nos côtés aujourd'hui. Cet invité, c'est François Durper. Allez, c'est parti. Bonjour François, comment ça va? Bonjour Delaï, ça va? Oui. Alors avant de commencer l'interview, nous avons un rituel dans l'émission qui est de boire ce sérum de vérité afin que tu dises toute la vérité, rien que la vérité. Une demi-vérité ou une vérité complète? Une vérité complète. Ok. Alors François, tu es consultant pour la télévision et pour la radio. Tu es notamment historien et écrivain. Tu es spécialisé dans tout ce qui concerne les États-Unis, la problématique concernant la colonisation et les questions identitaires. Comment on arrive à faire tout ce que tu fais? J'ai un parcours très classique en fait. J'ai fait un doctorat, une agrégation, puis ensuite je suis devenu prof dans le secondaire, puis ensuite prof à l'université. En 2002, suite à la loi Taubira, tu as sorti un ouvrage intitulé « Nos ancêtres ne sont pas les Gaulois ». L'idée c'était que beaucoup de Français ont des ancêtres qui ne sont pas gaulois et qui ne trouvent pas leur place dans les manuels scolaires. Quand on est né à Paris, l'origine c'est celle des parents. On est parisien ou on est de Limoges ou alsacien et en même temps on peut avoir des parents sénégalais, maliens, guadeloupéens et donc avoir des ancêtres Peuls, Arawak, etc. Donc c'est pas dans les manuels scolaires, donc j'ai trouvé important d'en parler. Depuis 2002, on a l'esclavage dans les programmes scolaires. Donc, tous les enfants, il faut que les parents vérifient bien que cet enseignement est fait. Mais normalement, les instituteurs, les profs des écoles doivent enseigner cette histoire aux enfants. Alors, tu t'investis aussi beaucoup dans l'éducation et notamment la question pour établir la confiance scolaire, c'est-à-dire? La confiance, ça veut dire que, je donne un exemple. Il y a deux chercheurs américains en 1968 qui ont isolé ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Alors, l'effet Pygmalion, c'est quoi? C'est simplement, ils ont pris deux groupes d'élèves et puis ils ont donné des notes, ils ont surnoté certains élèves. Et ils ont constaté un an après que les élèves qui avaient été surnotés se sont rapprochés de leurs fausses notes, de leurs notes surnotées de l'année précédente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a l'impression qu'on a une bonne note, on finit par avoir une bonne note. C'est l'importance de la confiance. Et l'élève, il peut fonctionner comme... Vous savez, un enfant qui dessine, on lui dit ton dessin il est beau, il va s'appliquer. On lui dit ton dessin il est moche, il déchire la feuille et il ne peut plus dessiner. En 2004, tu obtiens ton fameux doctorat. Vous soutenez une thèse en relations internationales sur le rôle des États-Unis dans la décolonisation de l'Afrique noire francophone de 1945 à 1962. C'est ce qu'on appelle la global history, l'histoire globale. C'est qu'il y a quelques années, en fait, les historiens, ils travaillaient sur un pays. On faisait l'histoire de France, ou l'histoire de l'Afrique, ou l'histoire du continent, ou l'histoire des États-Unis. Maintenant, en fait, on essaie de voir les relations entre toutes ces histoires. Donc moi, j'ai travaillé sur les relations entre les États-Unis, la France et l'Afrique subsaharienne. Tu écris également des tribunes dans le journal Le Monde et tu es président du mouvement pluricitoyen qui s'appelle Nous sommes la France. Peux-tu nous en parler? Oui, le mouvement pluricitoyen, il est né de l'appel qu'on a lancé il y a quelques années avec Lilian Thuram, Pascal Blanchard, Marc Shepson, Rokhaya Diallo, une centaine de personnalités, et qui était destiné à faire bouger un petit peu les lignes en France. Obama avait été élu président des États-Unis et nous, on était un petit peu dans une sorte d'endormissement, la France sommeillait. Donc, essayer de travailler pour déconstruire les préjugés, pour mieux vivre ensemble. Ces propositions, ce ne sont pas 100 grands débats nationaux que nous initions, ce sont 100 petites solutions qui pourraient concrètement faire que l'on vive mieux ensemble. La société américaine a son histoire. La société américaine a ses modèles. La société canadienne a les siens. La France en a d'autres. Elle aura une histoire qui sera de toute façon autre. Mais au nom de ces mots-là, on ne va pas s'interdire de penser, de réfléchir à nos histoires, de réfléchir à notre identité, de réfléchir à nos identités, de réfléchir même à nos contradictions. Nous sommes un pays qui est bizarre, nous avons des outre-mer, nous n'avons pas de musée d'histoire coloniale, nous sommes diverses, nous avons du mal à parler de ces questions. 50 ans après les indépendances, on en est encore à se poser la question si la France a colonisé. Donc l'idée, c'est de réveiller un peu tout ça, puis surtout d'essayer de, pas fédérer, mais de faire en sorte que toutes les initiatives, il y a un dynamisme très très important, tout le monde, on sent aujourd'hui plein d'événements, tirer dans le même sens pour que la France, d'ici quelques années, change vraiment. Mais pas qu'en slogan, un vrai changement. D'ailleurs, vous avez sorti ce livre que je vous montre. Oui, c'était l'appel, donc suivi, en fait, chacun des 100 participants, on lui a demandé de faire une proposition de 10 lignes. Vous êtes président, qu'est-ce que vous faites en premier? 10 lignes. En 2007, tu sors la première biographie non anglaise de Barack Obama et tu reçois d'ailleurs le prix des trophées des arts afro-caribéens en 2008 comme meilleur essai. Alors pourquoi avoir décidé de sortir la biographie de Barack Obama?
À l'époque, on ne connaissait pas Barack Obama en France, on commençait à le connaître un petit peu aux États-Unis. Et ce personnage, il m'apparaissait très intéressant parce qu'il était issu d'une pluralité. Il est né à Hawaï, il a vécu jusqu'à 10 ans en Indonésie. Enfin, maintenant, tout le monde connaît sa biographie. Et il m'apparaissait que ça permettait de faire comprendre aux Français ce que l'Amérique était en train de devenir. Justement, Monsieur Durper serait-il devin pour avoir pronostiqué avant tout le monde Non, simplement. qu'il serait président des États-Unis ? J'ai pas pronostiqué qu'il allait devenir président. J'ai simplement dit qu'il n'avait pas perdu d'avance dans un contexte où beaucoup de Français pensaient que Hillary Clinton allait plier en deux Barack Obama. J'ai dit attention. Barack Obama, il offre un discours que beaucoup d'Américains vont entendre. Et beaucoup à cette époque en France disaient, mais vous comprenez, les États-Unis, avec la ségrégation raciste, les Blancs jamais ne voteront pour un président noir. Alors dans ton parcours qui ne doit pas être de tout repos, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées vraiment ? Il y a un proverbe qui dit « pour vivre heureux, vivons cachés ». Donc j'ai pas envie de vivre caché, donc nécessairement on a des critiques. Mais quand on compare à certaines personnalités qui se sont battues dans des contextes beaucoup plus difficiles que le nôtre, on ne peut pas dire que notre vie soit particulièrement difficile. Simplement, évidemment, les choses n'évoluent pas forcément aussi vite qu'on le voudrait. D'ailleurs, tu fais partie des premiers qui sont montés au créneau par rapport à l'histoire Guerlain. Guerlain qui disait que les Noirs ne travaillaient pas réellement ou n'ont jamais travaillé. Vous devez vous faire un parfum et elle m'a dit « J'aime le jasmin, la rose et le santal ». Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé. Ce qui m'a indigné, ce n'est pas seulement ce qu'a dit M. Guerlain, c'est aussi l'absence de réaction. Notamment des intellectuels blancs, et le fait qu'en fait l'indignation était communautaire. Et ça, je trouve pas ça normal que quand les Noirs sont attaqués, ce soit que les Noirs qui soient obligés de s'indigner, ou quand les musulmans sont attaqués, que les musulmans qui se sentent concernés. Je pense que quand les femmes sont discriminées, que ce soit que les femmes qui se réunissent autour. Moi, je suis pour une société où tout le monde se sent impliqué les uns par le sort des uns et des autres. D'accord. Et en janvier 2011, tu as décidé de témoigner au procès d'Éric Zemmour à la demande d'SOS Racisme. Pour quelle raison ? Oui, c'est SOS Racisme qui m'a demandé de témoigner contre Éric Zemmour parce que je pense que la liberté d'expression et la libre expression des préjugés, c'est pas la même chose. On est dans un pays où les propos racistes sont condamnés. Donc j'ai simplement été dire au juge, la plupart des trafiquants sont juifs. Est-ce que c'est antisémite ? Oui. La plupart des trafiquants sont noirs ou arabes. Est-ce que c'est raciste ? Oui. Dès l'instant qu'on est contrôlé 17 fois dans la journée, ça modifie le caractère. Si ça t'arrivait... Pourquoi on est contrôlé 17 fois ? Mais laisse-moi finir. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Attends. Pas forcément... Bah si. Pas forcément... Non, pas forcément... Bah si. Ah bon, c'est pas pour ça. Eric. Débat dans toute la presse française. Et puis, hier, coup de théâtre, l'avocat général Philippe Bilger, à Paris, dit... Eh bien, il a raison, il estime que beaucoup des trafiquants sont noirs et arabes. Je propose à un citoyen de bonne foi de venir assister aux audiences correctionnelles et parfois criminelles à Paris et il ne pourra que constater la validité de ce fait, la justesse de cette intuition. Ça fait débattre partout. Est-ce qu'on a le droit de dire cela? Est-ce qu'on peut dire cela? Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas de statistiques. C'est-à-dire qu'en France, on interdit le fait d'avoir des statistiques. Donc s'il n'y a pas de statistiques, on ne peut pas se permettre à la télévision française de dire n'importe quoi. Alors, il y a quelques semaines est sorti aux éditions First ce bouquin que tu as coécrit avec Thomas Negaroff, Les États-Unis pour les nuls, où vous nous dites dedans que vous nous conviez dans un voyage sans bagages ni passeport biométrique dans un monde que l'on connaît souvent qu'à travers le miroir déformant de la télévision et du cinéma. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on apprend dans ce bouquin en fait ? L'idée, c'était de briser un certain nombre de préjugés sur les États-Unis. L'idée, c'est de faire quelque chose d'assez complet, qui parle à la fois de l'histoire, de la culture, de la société américaine, de l'économie, mais aussi de montrer que on vit sur des préjugés sur les États-Unis. Par exemple, on se dit les États-Unis, ils sont nuls en laïcité. Il n'y a pas de laïcité aux États-Unis. On sait qu'ils jurent sur la Bible, le président, etc. Mais il y a quand même une laïcité. J'essaie de l'expliquer. On pense que les États-Unis, c'est un pays communautariste. C'est pas complètement le cas. Il y a une explosion, par exemple, du métissage. On ne connaît pas ce phénomène en France. Enfin, on connaît le phénomène du métissage, mais on pense que les États-Unis ne le connaissent pas. Donc c'était consacrer 500 pages à l'Amérique d'aujourd'hui et pas l'Amérique simplement qui est imaginée ou fantasmée. Est-ce que tu as des petites anecdotes? Oui, l'année dernière, il y a le numéro 2 de la ville de New York qui s'est fait élire avec ses affiches. Il y avait lui, sa femme qui était afro-américaine, lui d'origine italienne, et ses 2 enfants métis. On peut penser qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, les Américains se seraient dit qu'est-ce que c'est que cette famille. Là, cette image du métissage, au contraire, était un argument électoral. Il a dit voilà, ce sont les nouveaux visages de l'Amérique. Donc depuis 1991, depuis que Michael Jackson a dit
Ça m'est égal que tu sois noir ou blanc. Eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont changé aux États-Unis. Waouh, il a fallu avoir Michael Jackson. Oui, voilà, il n'y a pas que les historiens. Hein. La culture populaire a fait avancer les choses aussi. Alors d'où te vient cette fascination pour les États-Unis et pourquoi n'avoir jamais choisi de vivre là-bas? Je respecte beaucoup les gens qui font le choix de partir, que ce soit à Londres. Il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui se disent « j'arrive pas dans la société française, donc je pars à Londres, je pars à Toronto, je pars à New York ». Moi, je fais le choix inverse. Je pense qu'il faut faire les choses à l'endroit où on est né. Et il faut faire évoluer les choses, même si ce n'est pas facile et si parfois le confort nous entraînerait ailleurs. Alors, par rapport à l'actualité du moment, on a vu le débat avec Barack Obama, qui en 2008 avait le monopole du cœur, tout le monde l'aimait. Aujourd'hui, il ne fait plus du tout l'unanimité. Et les Américains ont perdu espoir et se reconnaissent plus en Barack Obama. Je ne sais pas si les Américains se reconnaissent plus en Barack Obama, il faut attendre l'élection. Moi, je pense que les Américains et même le monde, quand on s'est enthousiasmé autour d'Obama en 2008, ce n'était pas uniquement une illusion, ce n'était pas uniquement un rêve. Et on ne pensait pas que c'était un magic man, que c'était quelqu'un qui allait tout changer. On pensait surtout que c'était une évolution majeure et que c'était quelque chose de fort déjà qu'un noir soit président de la première puissance du monde. Donc les gens n'étaient pas idiots, ils ne pensaient pas que les choses allaient s'améliorer du jour au lendemain. D'accord, mais récemment on a pu voir des Américains qui disaient qu'ils ne cautionnaient pas les prises de décision qui les ont beaucoup heurtés, comme par exemple les soldats qui sont encore en Irak ou en Afghanistan, et le fait que le pays n'ait pas d'assurance maladie à l'heure actuelle, ni de couverture médicale minimum pour tous. Alors sur l'Irak, les troupes sont retirées. Sur l'Afghanistan, les troupes sont parties en 2014. Donc ce sont deux promesses qu'il a tenues. Et puis sur l'assurance santé, il faut simplement expliquer que les États-Unis, c'est un grand pays, c'est un État fédéral. Donc il a fallu 1 an pour convaincre le Congrès, 1 an la Cour suprême, et qu'il faut que tous les États soient d'accord. Donc ça prend simplement du temps, mais à partir de 2014, cette assurance santé, tous les Américains pourront en bénéficier. Alors là, on va passer à la partie de l'interview la plus soft, la plus cool. Tu dois répondre sans réfléchir. D'accord, ok. Alors je vois que tu es très coquet, que tu prends soin de toi. On peut le voir par ta coiffure. D'où vient ce côté très... Très quoi? Très précieux, je dirais. Très précieux. Je sais pas. Non, je pense en fait que j'ai beaucoup réfléchi quand j'ai commencé à passer à la télé. Je me suis dit, est-ce que je fais une coupe complètement normale ou est-ce que je reste comme je suis? J'ai décidé de rester comme je suis. Je pense que c'est important en France qu'on se dise, l'habit c'est pas le moine. J'imagine que dans quelques années, on puisse arriver dans le JT avec une afro. Ou des locks, très bien. Gardez vos locks. Gardez vos locks. Quel est ton parfum préféré? L'ambre. Tu l'as sur toi? Je l'ai sur moi. Je peux sentir? Si tu veux. C'est léger, mais oui, ça sent très bon, c'est ouais. très classe. Bah écoute, je rougis. Quelle est la chanson qui te définit? Je choisirais, c'est compliqué, hein, mais je choisirais Albizea, les Jackson 5. D'accord, pourquoi? Parce que c'est une chanson d'amour, j'adore les paroles, et puis en plus elle a 40 ans pile, c'est-à-dire mon âge. C'est vrai? Ouais. Tu les fais pas? Ah, c'est gentil. Quel est ton C'est ma style fête, de hein. femme? Mon style de femme? Oui. Est-ce que tu connais Corinne Comment? Ah, je la connais très très bien. Tu la connais? Très très voilà, bien, c'est mais... mon style. Si tu peux lui T'as filer pas mes trouvé coordonnées, D'accord. voilà. Je sais pas si ça va être possible. Ah, carrément. Bon, je veux bien lui donner ton numéro de téléphone, Ok, mais merci. après, je ne garantis pas la suite. D'accord. Que peut-on te souhaiter, François? D'être utile. Tu l'es déjà? Ah, je ne sais pas, mais d'être encore plus utile alors. Par rapport à ton parcours, quel conseil tu pourrais donner aux gens qui nous regardent? J'ai toujours une phrase que j'ai toujours en tête, qui est que plus on échoue, plus on réussit. Parce qu'en fait, c'est en essayant beaucoup qu'on finit par réussir. Donc ne pas se laisser abattre par un échec, ni par 2, ni par 3, ni par 4, et continuer. Merci beaucoup François pour ta gentillesse et ta disponibilité. Merci pour ton œil aiguisé sur les sujets de société et d'actualité, notamment les élections américaines. Ce fut un plaisir de te recevoir. Merci pour tous les compliments. Hein. À bientôt. C'est formidable, merci, à bientôt. Cette interview est à présent terminée. On se retrouve la semaine prochaine avec un ou une invitée. Ce sera la surprise. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.